au Sénégal. Si cette Française veut écrire, elle n'a qu'à aller écrire sur la Corse qui demande son indépendance à la France. Elle n'a qu'à aller écrire sur la Nouvelle-Calédonie qui réclame son indépendance. Mais elle n'a pas à écrire sur le Sénégal. Et je veux dire à la France, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire. Parce que la France avait témoigné dans les années 90 avec Jacques Charpy en clarifiant la question de l'appartenance totale et intégrante de la Casamance au Sénégal. Maintenant qu'il y a un régime, comme je l'ai toujours dit, qui n'est pas anti-français, qui est pro-sénégalais, simplement. Un régime qui dit nous voulons notre souveraineté. Nous n'accepterons plus d'être des valets de qui que ce soit. On nous sort un livre et puisqu'ils ne peuvent pas revenir sur leur témoignage, ils ne peuvent plus parler d'indépendance, ils glissent sur la notion d'autonomie. On ne veut pas d'autonomie. C'est pas ça la question. Nous sommes un État unitaire. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, les mêmes réalités vont s'appliquer sur chaque portion du territoire national. Et ce livre-là ne sera pas autorisé au Sénégal, ne sera pas commercialisé au Sénégal, parce que nous avons des gens de Djogefele avec un projet de déstabilisation pour venir nous parler de ce qui nous concerne, nous, Sénégalais. Si la France veut donner des archives, elle n'a qu'à nous donner les archives de ces exécutions sommaires au Sénégal pendant la colonisation. Des guerres qu'elle a menées ici, des tortures qu'elle a menées, des travaux forcés. C'est ça qu'on attend de la France. Qu'elle nous donne les archives de Tcharoy 44. Mais sorlons-nous des archives sur une prétendue autonomie de la Casamance. C'est triste, hein? Peuple sénégalais, vous pensez vraiment que ce monsieur-là est sérieusement président? Après, vous allez dire non, on ne peut pas parler comme ça à notre président. Mais regardez son comportement. Macky Sall, pourtant, qui est un vassal france-africain, était capable de plus de vérité que ce Diomaye. Mais Diomaye, mais c'est une simple victuaille. C'est une semaille. C'est une faille. Diomaye faille. Son faille là, laissons le nom des failles tranquille. Mais Diomaye est une faille. C'est une faille pour le Sénégal et l'Afrique. C'est pas possible. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation et dire l'honneur que nous avons aujourd'hui concernant particulièrement d'être à la Maison Blanche et pour pouvoir échanger avec vous. À l'AES et à toute l'Afrique de mémoriser ce passage du président Emmanuel Macron. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. La nation, pour cela, doit être plus forte. Car c'est à la nation avant tout de défendre la nation. Cela passe d'abord par une meilleure prise de conscience de chaque Français et de tous les acteurs civils des menaces hybrides qui nous entourent. Il nous faut partout être préparés. Pour être libre, il faut être craint. Pour être craint, il faut être puissant. Et recadrant son discours sur l'Afrique, en particulier l'AES, cette phrase aurait pu sortir de la bouche des chefs d'État Traoré, Goïta ou Tchani. Mais quand c'est dit par un dirigeant occidental, ça passe pour de la stratégie par ceux qui nous attaquent sur la... Cher honorable député, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de me juger, mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une attitude, une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et vous avez assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique.
Ousmane Sonko n'arrête jamais de surprendre J'espère que vous ne la rêvez pas population encore dans de ses me sorties, juger. dans ses discours, la famille. Restez jusqu'à la fin de cette je n'ai vidéo jamais eu de pour problème à découvrir répondre la nouvelle conférence de presse de son Excellence président de l'Assemblée nationale, président du PASTEF, Ousmane Sonko. 50 ans de silence total sur l'argent de millions d'Africains. Voilà ce qu'un parlementaire sénégalais vient de révéler en pleine séance de l'Assemblée nationale, et personne ne s'attendait à une charge aussi explosive. Un parlementaire sénégalais vient de lâcher une bombe en pleine séance de l'Assemblée nationale. Devant le ministre de l'Intégration africaine, il a posé une question qui dérange. Pourquoi le président de la République s'est-il retrouvé à taper dans un ballon avec Emmanuel Macron ? Cette image, en apparence anodine, cache selon lui une opération bien plus vaste. Pour ce parlementaire, le sommet Africa Forward de Nairobi n'était rien d'autre qu'une vaste opération de communication, un rebranding orchestré par l'impérialisme français. L'objectif ? Modifier le regard que les peuples africains portent sur la France et son influence persistante sur le continent. Le ton monte lorsqu'il évoque la scène qui a choqué une partie de l'opinion, le président Bassirou Diomaye Faye, accompagné d'autres chefs d'État, en train de jouer au football avec Emmanuel Macron. On peut jouer au ballon avec des millions de citoyens français, dit-il, mais un président africain ne devrait jamais taper dans le même ballon que le chef de l'État français dans un contexte aussi chargé symboliquement. On ne banalise jamais l'impérialisme. On ne banalise jamais le néocolonialisme. Pour appuyer son propos, il déroule une liste glaçante. C'est l'impérialisme, dit-il, qui a réduit en esclavage des millions d'Africains, qui a colonisé des territoires entiers. Il évoque ensuite plus de 73 000 morts palestiniens depuis 2023, dont plus de 20 000 enfants. Il évoque ce qu'il qualifie de kidnapping illégal du président vénézuélien, puis le blocus imposé à Cuba depuis plus d'un demi-siècle. Autant d'illustrations, selon lui, d'une domination impériale jamais réellement arrêtée, seulement transformée. Il rappelle avoir lui-même demandé par écrit au gouvernement de transmettre un message clair à l'équipe nationale. Refuser de devenir un instrument entre les mains de l'ambassade de France. Si cette exigence vaut pour les sportifs, dit-il, elle vaut encore plus pour le premier personnage de l'État. Mais le plus grave, selon lui, c'est que le président n'aurait même pas dû participer à ce sommet, qu'il qualifie de sommet France-Afrique déguisé, une survivance de la France-Afrique qui refuse de mourir. Il accuse Emmanuel Macron d'avoir critiqué ouvertement le Burkina Faso, le Mali et le Niger, alors même que le président sénégalais se trouvait physiquement présent. Pour qui se prend Macron pour insulter des nations africaines devant d'autres chefs d'État africains ? Le président aurait dû dire « stop », aurait dû interrompre ce qu'il considère comme une humiliation collective. Et c'est là que l'intervention bascule vers une révélation institutionnelle majeure. Il s'adresse au ministre, habitué des réunions de la commission de la CEDEAO, et lui pose une question redoutable. Le savait-il ? Depuis 50 ans que la CEDEAO existe, jamais les rapports d'audit annuels des institutions et agences n'ont été transmis au peuple des pays membres. 50 ans de silence sur l'argent public. Il enchaîne avec une seconde révélation tout aussi accablante. Depuis 25 ans que le Parlement de la CEDEAO existe, lui non plus n'a jamais reçu ses rapports d'audit. Le parlementaire ne laisse planer aucun doute sur l'interprétation à donner à ce silence. Selon lui, cela signifie qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, il y a des gens qui volent l'argent des peuples africains, qui le détournent, qui pratiquent des recrutements clientélistes. Et c'est précisément parce que ces rapports révéleraient ces pratiques qu'ils ne sont jamais transmis. Un système organisé pour rester invisible décennie après décennie. Il insiste. Les cotisations versées à la CEDEAO ne sont pas de l'argent abstrait, ce sont les taxes des peuples africains. Depuis 25 ans, le Parlement censé exercer un contrôle démocratique n'a reçu aucun rapport. C'est inacceptable, martèle-t-il, et cela doit cesser immédiatement. C'est à ce moment précis que le député change de registre pour aborder un sujet d'une gravité humaine encore plus immédiate. Il rappelle au ministre une question qu'il a déjà soulevée à plusieurs reprises, liée à une région marquée pendant des décennies par un conflit armé dont les séquelles restent ancrées dans le sol lui-même, les mines terrestres en Casamance. Le Centre national d'action anti-mines, chargé du déminage humanitaire dans cette zone, traverse, selon lui, des difficultés financières récurrentes et préoccupantes. Et ces difficultés se traduisent concrètement par des retards de paiement de salaire pouvant atteindre 3 à 4 mois d'arriérés pour les travailleurs concernés. Des hommes et des femmes qui chaque jour mettent littéralement leur vie en danger pour débarrasser le sol sénégalais des engins explosifs hérités d'un conflit se retrouvent à courir derrière des salaires qui ne tombent pas, mois après mois. Il interpelle directement le ministre. Où en est aujourd'hui le déminage humanitaire en Casamance ? Quelle est la situation exacte des travailleurs sur le terrain ?
Est-ce que les problèmes budgétaires de cette institution ont enfin été résolus? Et c'est en évoquant ce dossier qu'il fait le lien avec un autre combat qu'il mène depuis longtemps, celui de l'encadrement strict des fonds politiques. Comment justifier, demande-t-il, que des fonds politiques puissent être mobilisés sans contrôle rigoureux, alors que des travailleurs chargés d'une mission aussi vitale se retrouvent à attendre 5-6 mois de salaires impayés? Il précise qu'il pourrait citer encore d'autres exemples tout aussi révoltants. Mais l'intervention ne s'arrête pas là. Le parlementaire bascule ensuite vers un sujet qui va parler directement à des milliers de familles sénégalaises de la diaspora. Les délais de renouvellement de passeports dans les ambassades sénégalaises à l'étranger. Il cite le numéro de l'ambassade du Sénégal aux Pays-Bas, presque comme une preuve tangible de ce qu'il avance, avant d'évoquer un cas concret survenu à l'ambassade du Sénégal en Allemagne. Un dossier de renouvellement de passeport déposé le 4 février pour une procédure qui devait durer 15 jours. Et pourtant, au mois de mai suivant, le document n'était toujours pas disponible. 4 mois d'attente pour une procédure censée se résoudre en 2 semaines. Exactement le genre de dysfonctionnement qui touche la vie quotidienne des Sénégalais de la diaspora, les empêchant de voyager, de régulariser leur situation, de répondre à des urgences familiales, simplement parce qu'un document essentiel reste bloqué dans les rouages d'une administration consulaire dépassée. Et juste après ces révélations, un second parlementaire allait prendre la parole sur un dossier diplomatique tout aussi sensible. La convention d'entraide entre le Sénégal et la Gambie et la nécessité, selon lui impérative, de garantir la protection des données personnelles des citoyens concernés par cet accord bilatéral. Une préoccupation qui, loin d'être un détail technique, s'inscrit dans la continuité directe de tout ce qui venait d'être dénoncé. Un manque de transparence généralisée, qu'il s'agisse de la gestion financière régionale, des conditions de travail des agents de l'État, des délais imposés à la diaspora ou de la protection des données dans les accords internationaux. Un fil rouge se dessine clairement à travers toute cette séance, celui d'une vigilance citoyenne et parlementaire de plus en plus affirmée face à des institutions accusées de fonctionner trop souvent dans l'opacité. Mais derrière ces révélations sur la CEDEAO, ce cri d'alarme pour les démineurs de Casamance, ces passeports bloqués pendant des mois, se cache une question bien plus vaste. Qui contrôle réellement les institutions censées servir les peuples africains? Et jusqu'où ce contrôle s'étend-il, loin des caméras, loin des sommets diplomatiques mis en scène? C'est précisément cette question vertigineuse qui va continuer à se poser avec encore plus d'acuité dans la suite de cette affaire. Et ce que vous allez découvrir dans la partie suivante, sur l'ampleur réelle de ces détournements présumés et sur le sort des travailleurs abandonnés, va encore changer votre regard sur tout cela. 25 juin, 20h56. Oh la Vib. 50 ans de silence. 25 ans sans le moindre rapport transmis au Parlement régional. Ces chiffres que nous venons d'évoquer ne sont pas de simples anecdotes administratives, ce sont, selon ce parlementaire sénégalais, les preuves d'un système organisé pour échapper à tout contrôle démocratique. Et maintenant, il faut aller plus loin dans ce que cela signifie concrètement pour les peuples ouest-africains. Quand une institution régionale collecte des cotisations issues directement des taxes payées par des millions de citoyens, et qu'elle refuse pendant un demi-siècle de rendre des comptes, la question n'est plus seulement celle de la transparence. C'est une question de souveraineté populaire. Car cet argent, rappelons-le, n'appartient à aucun fonctionnaire, à aucune commission, à aucun cabinet. Il appartient aux peuples qui l'ont produit par leur travail, par leur consommation, par leurs impôts. Et c'est exactement ce que dénonce ce parlementaire lorsqu'il affirme, sans détour, que des gens volent cet argent, le détournent et pratiquent des recrutements clientélistes au sein même de la commission de la CEDEAO. Ce ne sont pas des accusations lancées à la légère. Elles s'appuient sur un constat factuel implacable. L'absence totale, documentée, de tout rapport d'audit transmis aux représentants légitimes des peuples concernés, qu'il s'agisse des parlements nationaux ou du parlement régional lui-même. Pensez-y un instant. 25 années. Une génération entière de parlementaires ouest-africains qui se sont succédés sans jamais avoir accès à ces documents financiers. Combien de budgets ont été votés sans contrôle réel? Combien de projets de développement ont été annoncés en grande pompe, financés par ces mêmes cotisations, sans que personne ne puisse vérifier où l'argent est réellement allé? C'est cette opacité structurelle que ce député met à nu devant l'ensemble de la représentation nationale sénégalaise. Et ce qui rend cette dénonciation encore plus forte, c'est qu'elle ne vient pas d'un activiste extérieur, d'un journaliste d'investigation ou d'un lanceur d'alerte anonyme.
Elle vient d'un élu de la République qui siège lui-même au sein des instances où ces sujets sont censés être traités et qui choisit de porter cette vérité directement devant le ministre compétent, en pleine séance publique, devant les caméras, sans filtre. Cette exigence de transparence rejoint directement le second combat qu'il mène avec la même intensité, celui des travailleurs du déminage humanitaire en Casamance. Reprenons cette situation avec la gravité qu'elle mérite. Des hommes et des femmes formés pour neutraliser des engins explosifs hérités d'un conflit armé, une mission parmi les plus dangereuses qui existent, se retrouvent à attendre 3, 4, parfois 5 ou 6 mois de salaire. Imaginez la scène concrètement. Chaque matin, ces travailleurs se rendent sur des terrains potentiellement piégés, conscients du risque mortel que représente leur métier, sans même la certitude d'être payés à la fin du mois pour ce travail. Ce n'est pas une simple question budgétaire technique, c'est une question de dignité humaine et de reconnaissance envers ceux qui protègent concrètement la vie de leurs compatriotes en désamorçant littéralement les vestiges d'une guerre. Et c'est précisément cette comparaison que le parlementaire établit avec une force redoutable lorsqu'il évoque la nécessité d'encadrer strictement les fonds politiques. Comment un État peut-il justifier que certaines lignes budgétaires, parfois opaques elles aussi, continuent de fonctionner sans la moindre difficulté, alors que des travailleurs essentiels à la sécurité nationale attendent des mois pour percevoir leur salaire? Cette question, posée frontalement devant le ministre, résume à elle seule tout le sens de cette intervention parlementaire. Une exigence de cohérence entre les priorités affichées par l'État et les priorités réellement financées. Mais il y a un autre aspect de cette affaire qui mérite d'être souligné avec la même force, celui des Sénégalais de la diaspora, confrontés à des dysfonctionnements consulaires qui peuvent sembler anodins vus de loin, mais qui bouleversent concrètement leur quotidien. Un passeport bloqué pendant 4 mois au lieu de 15 jours, ce n'est pas un simple retard administratif. C'est un visa professionnel manqué, c'est un mariage qui ne peut pas être célébré dans les délais, c'est une urgence familiale à laquelle on ne peut pas répondre, c'est parfois un emploi perdu parce qu'on ne pouvait pas voyager à temps. Et lorsque ce type de dysfonctionnement se répète d'une ambassade à l'autre, des Pays-Bas à l'Allemagne, en passant par la France, on ne parle plus d'un incident isolé, mais d'un problème structurel touchant l'ensemble du réseau consulaire sénégalais à l'étranger. Voilà pourquoi ce parlementaire a choisi de citer des cas précis avec des dates exactes, des délais documentés, plutôt que de se contenter de généralités vagues. La précision de ces accusations rend la situation d'autant plus difficile à balayer d'un revers de main. Et tout cela nous ramène, en définitive, au point de départ de cette intervention. Cette image d'un président africain jouant au ballon avec le président français lors d'un sommet présenté comme une nouvelle ère de coopération. Car, selon ce parlementaire, c'est précisément cette diplomatie du sourire, cette diplomatie des images soigneusement mises en scène qui permet à des dysfonctionnements aussi graves de perdurer dans l'ombre, hier après hier, sans que la pression internationale ou même nationale ne s'exerce véritablement sur les responsables. Tant que les sommets se résument à des poignées de main et des moments de convivialité, filmés pour les réseaux sociaux, tant que les vrais sujets de fond, comme la transparence financière des institutions régionales ou les conditions de travail des agents les plus exposés, restent en dehors du cadre, rien ne change réellement. C'est ce message, fort, presque désespéré par moments, que ce parlementaire a voulu faire passer à la tribune de l'Assemblée nationale. Et c'est aussi pour cette raison que la question posée par le second intervenant, concernant la protection des données personnelles dans le cadre de la convention d'entraide entre le Sénégal et la Gambie, prend tout son sens dans ce contexte plus large. Car au-delà de cet accord bilatéral précis, c'est toute une philosophie de gouvernance qui est interrogée. Celle qui consiste à signer des accords, à ratifier des conventions, à participer à des sommets internationaux, sans toujours mesurer pleinement les conséquences concrètes pour les citoyens ordinaires. Qu'il s'agisse de leurs données personnelles, de leur sécurité financière ou de leur dignité au travail. Ce qui se joue ici, en réalité, dépasse largement le cadre d'une simple séance parlementaire sénégalaise. C'est un débat qui concerne l'ensemble du continent africain, celui de la cohérence entre les discours de souveraineté affichés sur les estrades diplomatiques et les réalités vécues sur le terrain par les citoyens les plus exposés, les plus vulnérables, ceux qui ne font jamais la couverture des journaux, mais qui peinent au quotidien le prix de ces dysfonctionnements structurels. Alors la question qu'il faut désormais se poser, et que ce parlementaire a posée avec un courage qu'il faut reconnaître, c'est celle-ci. Combien de temps encore ces institutions pourront-elles fonctionner dans l'opacité avant que les peuples eux-mêmes n'exigent des comptes? Combien de temps encore des travailleurs essentiels pourront-ils être payés en retard pendant que d'autres lignes budgétaires restent intouchables?
Et combien de temps encore des citoyens de la diaspora devront-ils attendre des mois pour un simple document administratif, pendant que des sommets internationaux mobilisent des moyens considérables pour soigner une image ? Ces questions, posées frontalement devant l'Assemblée nationale sénégalaise, méritent d'être entendues bien au-delà des murs de cet hémicycle. Parce que la transparence n'est jamais un cadeau qu'une institution accorde à son peuple. C'est un droit fondamental que chaque citoyen, sénégalais ou ouest-africain, est légitime à exiger, sans concession, sans délai et sans nouvelle excuse diplomatique. Si cette intervention vous a marqué, partagez-la, commentez-la et dites-nous ce que vous en pensez. Parce que ce genre de vérité, une fois mise en lumière, ne doit plus jamais retomber dans le silence.